sika kubibu yegu yeka kikutengo gizonongi wa egeno banunga ya yumamono titatere terata donu naga barakana titatere terata donu. Chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois sur ce nouveau numéro de votre émission Rendez-vous du foncier. L'adoption du Code foncier et domanial en 2013 a pour raison fondamentale d'unifier le cadre juridique et PACS existant. Ce texte a donc introduit un certain nombre de mutations susceptibles d'insuffler une dynamique dans la gestion foncière et promouvoir sa bonne gouvernance. Le législateur entend atteindre des objectifs bien déterminés en encadrant la montée fulgurante d'un marché foncier monétaire, la forte propension et l'achat anarchique des terres pour faire de la propriété foncière un actif monnayable. Il est donc nécessaire que les règles et les principes fondamentaux, de même que l'organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial, fassent l'objet d'applications effectives et efficientes. Mais on se rend compte, en faisant une bonne analyse de la situation sur le terrain, que certaines pratiques résistent aux prescriptions légales. À travers le numéro 4 de votre émission d'information et de sensibilisation sur le Code foncier et domanial dénommé Rendez-vous du foncier, nous allons avec notre invité, M. Dadjo Joël, spécialiste des questions foncières et domaniales, vous entretenir sur le thème « La gestion foncière dans un contexte de métissage de droit. Que faire ?» Bonjour à vous, M. Dadjo Joël. Madame, bonjour et merci pour l'opportunité qui m'est offerte une fois encore d'échanger avec vous, d'échanger avec la population sur la question foncière et domaniale. Nous savons que notre population est très attachée à la terre et il n'y a pas de raison à ne pas répondre à votre appel. Merci, cher invité. Alors, pour commencer, que dit le Code foncier et domanial en matière d'accès des femmes à la terre? La question de l'accès des femmes à la terre est déjà réglée bien avant le Code foncier dans la Constitution béninoise. Lorsque nous allons aux dispositions des articles 22 et 26 de notre Constitution, il est dit clairement que toute personne a droit à la propriété. Donc là, il n'y a pas de distinction. Toute personne, homme comme femme, aucune distinction. Et il est dit également que l'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction. Et donc, se fondant sur ces deux dispositions de notre loi fondamentale, le Code foncier et domanial a établi une égalité dans l'accès au foncier entre l'homme et la femme sans aucune distinction. Et c'est l'article 6 qui en donne la précision en stipulant, je cite, « L'État et les collectivités territoriales en tant que garants de l'intérêt général doivent assurer un accès équitable aux terres pour l'ensemble des acteurs, personnes physiques et personnes morales. » Quand on dit personne physique, homme comme femme, personne morale, de droit public comme de droit privé. Et le 8e tiret de cette disposition précise que ces instances, c'est-à-dire l'État et les collectivités territoriales en tant que garants de l'intérêt général, doivent veiller au respect de l'égalité de l'homme et de la femme dans l'accès au foncier. Fin de citation. Il en résulte donc que le cadre juridique actuel, contrairement au régime foncier coutumier, permet aux femmes, tout comme aux hommes, de détenir des droits fonciers en République du Bénin de façon équitable et égale. Et lorsqu'on parle de droit foncier, il y a deux volets. Il y a le droit à la propriété foncière, quel que soit le mode d'accès tel que prévu par le Code foncier et domanial. Et au niveau du droit de la propriété foncière, on a trois attributs réels qui sont réunis, à savoir l'usus, l'abusus et le fructus. Nous allons être dans un langage plus facile à la population parce que nous voulons rendre le Code foncier et domanial accessible à la population. Donc, je dis, il y a le droit à la propriété foncière où les attributs
sont réels, à savoir le droit d'usage est présent, le droit de la jouissance est présent et le droit de la libre disposition des biens de la manière la plus absolue, sans enfreindre aux textes de loi et règlements de la République est également présent. Le deuxième volet du droit d'accès à la terre, c'est uniquement le droit d'usage, qui est un démembrement du droit de la propriété. J'ai dit le premier volet, c'est le droit à la propriété même, où il y a la présence de 3 attributs. Mais le deuxième volet, c'est le droit d'usage, qui confère à son titulaire l'utilisation de la terre et d'en percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille. Donc, au niveau du droit d'usage, le troisième élément présent dans le droit à la propriété est absent, c'est-à-dire la libre disposition est absente ici. Et lorsque nous prenons les textes législatifs, malgré que l'encadrement juridique est favorable à l'accès des femmes à la terre, au droit de la propriété comme au droit d'usage, les préjugés sociaux persistent dans nos réalités malheureusement, et la mainmise des hommes sur les terres est une réalité dans certaines localités du pays pour ce qui est du droit de la propriété, il faut le préciser. Parce que dans ces mêmes localités, le droit d'usage est reconnu à la junte féminine. Donc, cette situation rend ainsi l'absence de l'application effective des prescriptions légales pour des raisons bien sûr que nous connaissons d'ordre socio-culturel. Et donc la modération qui s'observe au niveau du droit d'usage reconnu à la femme dans nos localités permet quand même de reconnaître qu'il y a un petit effort et on pourrait peut-être s'appuyer sur cet effort-là pour changer la mentalité et faire adhérer à tous de pouvoir reconnaître ce que le Code a prévu et faire bénéficier aussi la femme au droit à la propriété. Et donc la question que vous posez là pose la problématique du genre dans la pratique de la gestion foncière qui a pour zone de prédilection malheureusement le milieu rural, contrairement au milieu urbain où il y a eu d'avancées notables. Quelle est l'importance de l'accès des femmes à la terre et que faire pour corriger les disparités sociales observées? Il faut déjà noter que la discrimination qui s'observe malheureusement sur le terrain, contrairement aux prescriptions légales. Donc la discrimination en matière de droit à la terre est une violation des droits humains qu'il faut combattre sous toutes ses formes et à tout prix. Et si d'une part, le droit coutumier confère habituellement aux femmes un accès indirect à la terre sous forme de droit d'usufruit, étant donné que ce sont généralement nos femmes, nos épouses, nos mères, qui produisent les denrées nécessaires pour nourrir la famille, ce qui ne leur offre pas suffisamment de sécurité, et que d'autre part, la parité des droits des femmes à l'accès à la terre est un élément de l'agenda de développement, il convient quand même de comprendre aisément que l'accès des femmes à la terre favorise non seulement leur indépendance à répondre aux besoins quotidiens de la famille, mais également leur autonomisation à surmonter certains obstacles de la vie. Et toutes ces choses contribuent à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à la protection de l'engagement, gage d'un développement harmonieux et d'une paix sociale. Malheureusement, malgré le cadre juridique propice au Bénin, l'application sur le terrain peine à prendre, à cause bien sûr du mode patrilinéaire d'organisation sociétale. Pour y remédier, il faut fondamentalement un changement en douce de mentalité. Il ne s'agira pas
d'un rejet de nos pratiques, héritées bien sûr, mais plutôt d'apporter une nouvelle éducation, une éducation autrement, une sensibilisation tout en ressortant le rôle primordial, le rôle prépondérant de la femme dans le développement d'une nation depuis son foyer et de faire l'arrimage entre les pratiques et prescriptions légales pour dégager les points saillants sur lesquels la vulgarisation du code foncier et domanial doivent porter dans nos communautés. Donc, cela nécessite un travail de fond impliquant tous les acteurs et toutes les couches sociales pour l'atteinte des résultats reluisants et durables. La femme, nous le savons tous, c'est le pilier, c'est le cœur même de tout développement. Et il ne serait pas bien qu'elle soit mise à l'écart dans l'accès de la propriété foncière. Dans ce contexte de résistance des pratiques locales face aux prescriptions légales, se trouve en bonne position l'oralité dans les transactions foncières au détriment de la formalisation telle que prévue par le Code foncier et domanial. Quels sont les avantages de la formalisation? Une étude a révélé que l'insécurité foncière est basée sur deux causes. La première, l'ambiguïté et les rivalités entre les formes coutumières et statutaires de gouvernance, quand par exemple l'autorité sociale qui garantit les droits fonciers est définie par la loi, la coutume ou une combinaison des deux. La deuxième cause, c'est lorsque les pratiques ou les politiques limitent délibérément les droits fonciers individuels et ou collectifs, ou ne parviennent même pas à mettre en œuvre les objectifs de renforcement de la sécurité. Or, la sécurité foncière n'est rien d'autre que l'assurance que les droits sur la terre dont dispose une personne, quelle que soit la nature, soient reconnus par d'autres et ne seront pas contestés. Ou même, lorsque ces droits-là sont contestés, ça pourrait être attesté par des autorités administratives. Donc, une question institutionnelle. Alors, la réforme foncière aboutissant au Code foncier et domanial a non seulement pour but d'unifier le cadre juridique, donc régler autant que faire se peut la première cause d'insécurité, mais également de faciliter l'accès à la terre à tous dans une bonne régulation. Il s'agit d'une approche donc de résolution de la deuxième cause d'insécurité. Et tout ceci se fait en priorisant la confirmation de droits fonciers qui est désormais le régime foncier en cours au Bénin. Donc, quitter les paroles, l'oralité pour aller vers les actes. Puisque lorsque vous avez les actes, toutes les précisions sont données, le contour est bien décrit et on sait à quoi s'en tenir. Alors que dans l'oralité, dans nos pratiques où tout se base sur la parole, il y a parfois une appréhension de l'un qui n'est pas forcément l'appréhension de l'autre au moment du transfèrement de la propriété foncière. Donc, quitter l'oralité pour les actes, c'est-à-dire la formalisation, permet simplement de protéger les droits que nous avons, les droits que les parties ont, et cela favorise les investissements. Alors, M. Dadjor, en dehors des transactions, il y a les modes d'accès indirect à la terre où il est prescrit la contractualisation qui malheureusement n'est pas encore dans les habitudes de certaines communautés. Parlez-nous-en. Pour la contractualisation en matière de droit d'usage, je voudrais bien que nous focalisons l'attention sur les droits d'usage délégués. Les autres droits d'usage, c'est-à-dire l'usufruit et autres, la question est réglée au niveau du Code foncier, dans les articles
9 et suivant. Mais ici, là où le problème se pose surtout, c'est en milieu rural, où nous avons cette pratique-là de permettre à un parent, à un ami, à un frère, ou même à un fermier et autres, de s'installer sur la base de l'oralité sans aucun acte. Or, les dispositions de l'article 363 nous obligent aujourd'hui à quitter les paroles pour les actes. Et donc, ces dispositions exigent que les droits d'usage délégués, couramment admis par la coutume et les usages, soient constatés par écrit, rédigés devant témoins avec précision de l'accord des parties sur les conditions d'octroi et de jouissance des dits droits. Et donc, la mise en application effective et efficiente d'une telle pratique fera éviter certainement les mauvaises interprétations, source de conflits entre les parties ou leurs ayants droit. En effet, on constate généralement que lorsqu'un propriétaire ou présumé propriétaire, au nom des pratiques, je l'ai dit tantôt, ou des normes locales installe un gardien ou un fermier sans aucun acte définissant les clauses, les liens par exemple, emprunt de terre sans acte, échange de terre à moyen et long terme entre exploitants sans acte, contrats verbaux de transfert, installation d'un pasteur et tout ce que nous voulons, ce dernier, c'est-à-dire le gardien ou celui-là qu'on a installé, ou bien ses ayants droit, après quelques années, après quelques temps, sollicite le droit présomptif de propriété, voire même le droit de propriété, en se basant sur une interprétation souvent inexacte. Et généralement, habituellement, qu'est-ce que nous constatons? Les gens se cachent, ces gens-là se cachent derrière ce que nous appelons la prescription pour agir. Or, l'existence d'un contrat écrit, tel que l'a prévu le Code foncier domanial, évitera certainement de pareilles situations, mais au cas où elle se poserait, l'acte permettra quand même de faciliter la situation des responsabilités de part et d'autre. Et donc, il est important que la population soit éclairée et comprendre que nos pratiques anciennes, qui consistent à installer des gens sur la base des paroles, sur la base de l'oralité et autres, nous devons les laisser de côté et aller à la contractualisation pour définir clairement les clauses qui lient X et Y, c'est-à-dire les parties, dans un transfert de propriété foncière. Pour la question suivante, M. Dadjo, dites-nous, la prescription entre temps trentenaire et avec le Code foncier et domanial décennal, en quoi consiste-t-elle? Merci, madame. Effectivement, les textes législatifs dans le passé a donné une période de 30 ans pour la prescription extinctive. Mais depuis l'avènement du Code foncier et domanial, c'est ramené à 10 ans. Et généralement, comme je l'ai dit dans la réponse à la question précédente, c'est sur ça que se fondent certaines personnes parce qu'ayant occupé déjà pendant 10 ans une propriété foncière, se cachent derrière ce mode d'accès à la terre reconnu par le Code pour tenter des actions. Or, il faut bien comprendre ce qui est contenu dans ce mode-là. La prescription extinctive, c'est bien précisé qu'il y a effectivement ce délai de 10 ans d'occupation, mais il y a également, lorsqu'on lit bien la définition au niveau du Code foncier et domanial, il y a également bien d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Il ne faudrait pas que les gens se limitent uniquement à la possession paisible décennale pour évoquer ce mode d'accès à la propriété. Sinon, ils sont dans l'erreur totale. À la possession paisible décennale se greffent 4 autres éléments
Le premier, le droit présomptif préexistant. Donc, est écarté le droit de propriété. Le deuxième, la possession notoire, donc indiscutable, reconnue, avérée. Le troisième élément, la possession non interrompue sur la période de 10 ans. Et le dernier élément, la possession sans équivoque, donc aucune ambiguïté. Il faut alors noter que la prescription, en réalité, ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Par exemple, s'il est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure, la prescription ne peut pas courir contre celui-là. Lorsque vous occupez un immeuble soutenu par des actes de violence, vous ne pouvez pas vous fonder sur la prescription. L'exploitant ou l'occupant, par suite d'autorisation ou de simple tolérance, ne peuvent plus non plus prescrire. On vous autorise à vous installer et vous voulez après prescrire. Ça n'a pas de sens. Ceux qui possèdent pour autrui également, vous êtes gardien, vous possédez pour la personne. La personne peut être à l'étranger, il vous envoie des fonds, il dit « aide-moi, ok, voilà, installe-toi » ou bien des trucs comme ça. Et vous voulez prescrire. Non, ce n'est pas possible. En tout état de cause, déjà la loi même l'a prévu et l'a prescrit clairement. Le fermier, le gardien, le garagiste, le locataire et bien d'autres, l'usufruitier, le dépositaire et tout autre exploitant ou occupant qui détiennent précairement la chose du propriétaire ainsi que leurs ascendants, descendants et collatéraux ne peuvent la prescrire. Et il y a une autre précision, entre époux, la prescription ne court pas non plus. Donc il faudrait que les gens comprennent que la prescription consiste à éteindre un droit présomptif de propriété existant par une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque de 10 ans. Et qu'on quitte cette interprétation, cette appréhension juste limitée à la possession paisible de 10 ans pour pouvoir agir. Nous voilà à la fin de notre entretien. Monsieur Dadjor, votre mot de fin. Je voudrais rappeler que là où la gouvernance foncière est caractérisée par des écarts socio-économiques importants, avec une disparité entre les cesses, il y a forcément défaillance des institutions. Et dans un tel contexte, la question foncière devient source de situations explosives. Il urge donc que les acteurs rendent applicable le code foncier et domanial à travers la facilitation de sa compréhension et son accessibilité à la population. Tant qu'il reste à faire, il faut redoubler d'ardeur et c'est ensemble que l'objectif sera atteint. Donc l'administration foncière, les collectivités territoriales, la société civile et bien d'autres, je ne pourrais pas citer tous les acteurs concernés, ont chacun un rôle à jouer. C'est une chaîne et chacun de nous constituons un maillon de cette chaîne-là. Et c'est des réformes qui sont en cours, des réformes pour le bien-être de la population, des réformes qui vont à l'avantage de la population. Et mieux vaut prendre le changement par la main pour éviter qu'ils ne nous prennent par la gorge. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Dadjor. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre entretien. Mieux vaut prendre le changement par la main pour éviter qu'ils ne nous prennent par la gorge. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui s'est dit ici et à très bientôt. Naga para kana